En 2024, près de 3500 personnes ont perdu la vie sur les routes de France et plus de 230 000 ont été blessées. La route est la première cause de mortalité pour les 15-24 ans. Alors les ados ont-ils le goût du risque? Pour en savoir plus, nous recevons Élodie Poncin, psychologue clinicienne. Bonjour Élodie. Bonjour. La période de l'adolescence est compliquée pour les jeunes. Quels sont les enjeux pour eux? Être adolescent, c'est vivre une période charnière entre le monde de l'enfance et le monde des adultes. Donc on va traverser de nombreux bouleversements physiques et psychiques. On va commencer enfant et on doit aboutir à être un adulte. Il va y avoir donc de nombreux enjeux et il s'agit en fait de changer profondément, mais tout en restant le même. Donc évidemment, c'est un challenge. Ça va être en premier lieu des bouleversements qui vont être dans le corps, les hormones. Je ne vous parlerai pas de toutes les transformations physiques que vous devez rencontrer aussi. Et puis, ça va aussi passer par le cerveau. On a aussi des bouleversements dans son rapport aux autres. Il va falloir apprendre à sortir de la dépendance. Ça veut dire se détacher de ses parents, mais tout en maintenant le lien. Il va pour cela falloir investir des nouveaux groupes de pairs, c'est-à-dire des groupes d'amis. Et il va falloir pour l'adolescent quand même se sentir intégré et suivre certaines normes, mais tout en cherchant à avoir sa propre personnalité, sa propre individualité. C'est donc aussi le moment où le jeune il va remettre en question tout ce qu'il a appris sur le monde. Il va questionner aussi les figures d'autorité, qui sont les parents, les professeurs évidemment. Il va vouloir montrer à tout le monde qu'il est capable de penser par lui-même. Donc il va falloir qu'il puisse s'affirmer, et à la fois, quand il s'affirme, il va aussi se sentir parfois perdu, déboussolé. Il peut alterner entre des périodes de conformité et des périodes de rébellion, entre sentiments d'intégration et puis des sentiments d'exclusion. Donc, vous l'aurez compris, c'est une période qui est pleine de paradoxes, donc pleine d'instabilité, mais c'est aussi cette période-là qui va forger l'identité des futurs adultes. Souvent, les jeunes sont attirés par le danger et les sensations fortes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? C'est une question importante. On va dire que l'attirance des adolescents pour le danger et les sensations fortes, c'est pas que un défaut. C'est aussi le reflet de changements fondamentaux dans leur cerveau. On va parler d'une période de l'adolescence où le besoin de recherche de sensations, il va atteindre son pic. Souvent avant que les capacités de contrôle soient suffisamment matures. C'est aussi ce qui a permis à nos sociétés d'avancer. C'est parce qu'on a eu des jeunes qui avaient le goût du risque et qui sont allés explorer des nouvelles contrées, faire des nouvelles découvertes, qui se sont lancés. Et c'est eux qui ont permis de découvrir plein de nouvelles choses. Donc c'est aussi important d'avoir ce goût du risque et de se lancer. C'est ce qui vous permet, vous, de faire plein de nouveaux apprentissages, d'aller dans plein d'explorations, de nouvelles compétences, des nouvelles langues, du sport, l'envie de découvrir de nouveaux pays. Alors les chercheurs se sont intéressés à cette question, à savoir pourquoi les jeunes s'exposent au risque. Ils ont observé que l'adolescence, elle est marquée par une sensibilité accrue au système de récompense. La production et la réaction à la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est associé au bien-être et au plaisir, à la motivation et au fait de vouloir répéter une action agréable. Et cette réaction à la dopamine, elle est extrêmement amplifiée à l'adolescence. Les expériences nouvelles, intenses ou risquées, ça provoque une décharge de dopamine qui est beaucoup plus forte que chez l'enfant et l'adulte. C'est pourquoi les adolescents ils vont chercher régulièrement ces sensations pour activer ce système et éprouver un état de bien-être intense. Et la récompense est d'autant plus importante que le risque est grand. On dit que le cerveau des jeunes est en construction et qu'ils ont du mal à faire preuve de prudence ou à anticiper les conséquences de leurs actes. À quoi est-ce dû? Alors, les recherches le montrent, chez les ados et les jeunes adultes, le lobe limbique, c'est-à-dire le cerveau émotionnel, il finit sa croissance plus rapidement que le cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie du cerveau qui s'occupe du langage, du raisonnement et qui nous permet de prévoir et de maîtriser nos émotions. Donc, à l'adolescence, le lobe préfrontal qui contrôle moins le lobe limbique, ce qui fait que les adolescents, ils vont ressentir beaucoup plus fortement les émotions et qu'ils vont avoir même du mal à les contrôler. Ils peuvent avoir tendance, vous êtes peut-être d'accord, à s'emporter plus rapidement, avoir des émotions plus intenses plus vite. Et donc, les décisions, elles vont être prises plus en fonction des émotions qu'en se basant sur la raison et la logique. Car
comme je vous le disais, le cortex préfrontal n'a pas fini sa croissance. C'est-à-dire que ici, à l'arrière du front, à l'arrière de la tête, du crâne, vous avez le cerveau des émotions limbiques, qui est vraiment très, 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 très important là, vous tous qui êtes dans la salle. Et en fait, le cerveau là, préfrontal qui se situe juste là, lui, il n'est pas encore assez grand pour contrôler tout comme il faut les émotions. Donc ça commence d'ici et puis ça va aller se construire petit à petit. Et quand vous aurez environ 29 ans, ça sera quasiment tout terminé. Pour certains jeunes, le regard des autres est important, au point de risquer sa vie. Comment expliquer cette peur du jugement ? Alors c'est sûr que ça va être une donnée très importante en sécurité routière parce qu'on note que le risque augmente considérablement quand on est en présence d'autres jeunes. Des chercheurs américains, pour ça, ils ont proposé une expérience pour le mesurer et c'est une expérience de simulation de conduite automobile. Donc le principe du jeu est très simple, le participant est au volant d'une voiture dans un simulateur de conduite et il va gagner des points en fonction du temps qu'il met à parcourir son trajet et arriver à la ligne d'arrivée. Plus il va vite, plus il gagne des points. À chaque intersection, il va décider de s'arrêter ou non. S'il s'arrête, il perd 3 secondes. S'il passe au feu, une voiture peut s'engager et donc là il va perdre 6 secondes et il peut avoir dans la moitié des cas le risque d'avoir un accident. Quand ils conduisent seuls les jeunes ou en présence d'un de leurs parents, on note qu'ils réagissent sensiblement comme les adultes. Ils se montrent prudents, ils font pas plus d'erreurs que les adultes. Mais dès qu'ils jouent en présence d'amis, des amis qui vont pas intervenir, qui vont juste les regarder, alors là ils prennent énormément de risques. Ça va simplement démontrer que le fait d'être observé par des pairs, ça va activer ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le système de récompense, c'est le système où il y a la dopamine. Donc le regard positif, l'approbation, l'admiration du groupe, ça va agir comme une récompense sociale très très puissante. Le besoin d'appartenance et d'affiliation est là maximal. Les amis, ça va devenir une source de validation plus importante que la famille. Donc l'adolescent développe une hypersensibilité aux signaux émotionnels et sociaux. Il est très attentif à ce que pensent les autres. Et même s'il est conscient du risque pour la santé, il va quand même se lancer pour impressionner les autres. L'attrait de la récompense sociale va l'emporter sur la rationalité. Et puis c'est l'occasion de s'affirmer dans le groupe, c'est de peut-être monter dans la hiérarchie ou juste essayer de ne pas être rejeté. Ça peut être une surenchère aussi de défis. Le risque devient un rite de passage, c'est comme une preuve de courage. Avec des pairs, donc, il y aura toujours des risques qui sont pris bien plus grands et c'est la preuve que le contexte social, ça va court-circuiter le jugement. L'adolescent va développer précocement une hypersensibilité aux signaux émotionnels et sociaux et il ne bénéficie pas, comme on s'est dit, d'un système de régulation émotionnelle qui est suffisamment encore efficace. Les ados peuvent se penser invincibles ou encore penser que ça n'arrive qu'aux autres. Comment trouver les bons mots pour leur faire prendre conscience du danger ? Alors, c'est pas vraiment que les adolescents n'ont pas conscience des risques, c'est plutôt que les risques sont minimisés. Les adolescents vont minimiser les aspects dangereux ou les contraintes. Comme je le disais, ils sont plus intéressés par des nouvelles expériences qui vont leur procurer de nouvelles sensations. Ils ont besoin de s'ouvrir au monde. Ainsi, les messages qui font peur vont souvent être inefficaces puisqu'ils ont tendance à ne pas se sentir concernés individuellement. Oui, c'est dangereux, mais moi je suis pas concernée, moi je gère super bien, je sais conduire, pas de problème. Alors, pour que ça puisse être entendu, il faut que le jeune il se sente concerné individuellement. C'est pouvoir le questionner, du coup, sur l'impact qu'aurait un accident, même minime, sur son projet futur. C'est demander, en fait, qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu avais un accident, même un petit accident, comment ça t'empêcherait de faire quoi ? Et puis si tu avais un accident plus important, quel projet tu pourrais ne plus faire ? Donc c'est les aider à se connecter à la sécurité pour le lier à l'autonomie et à leur projet de vie. Si on fait attention à sa sécurité, on va pouvoir faire plein de projets. Si on a des conduites à risque, on a plus de chances que nos projets s'arrêtent. Donc c'est s'impliquer dans le raisonnement critique, c'est aider les jeunes à faire preuve de jugement. Et puis il est aussi essentiel de valoriser les bons gestes. Par exemple, pour les parents, même pour les professeurs, c'est pouvoir dire j'ai vu que là t'as fait preuve de prudence, c'est bien, c'est chouette, t'as remarqué ce qui allait se passer et t'as anticipé. C'est aussi, et très important, écouter et aider les jeunes à anticiper les situations de pression sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressentirais, toi, si t'allais dans une soirée et puis on te dit, viens, je t'emmène quelque part. On sait que la personne a bu. Ou si y a des copains qui vous disent, allez, viens, on fait la course. Voilà, c'est pouvoir anticiper ces situations-là pour que le cerveau puisse s'entraîner au contrôle émotionnel avant que la situation ne se présente. L'idée, c'est pas de culpabiliser, mais c'est d'aider à mettre en mots ce que le jeune peut ressentir et anticiper aussi ce qu'il pourrait ressentir dans ces situations. En termes de prévention, le partage d'histoires vraies, c'est-à-dire les personnes qui viennent vous raconter ce qui a pu se passer, les séquelles que ça a fait dans leur vie, comment ça a impacté leur vie en général, c'est en fait souvent plus efficace que les statistiques et les grands discours.
écouter une victime, ça va activer l'empathie et ça va aussi rendre les situations moins abstraites. Et puis, il y a les actions que vous menez aujourd'hui, il y a tout le travail que vous avez dû faire, toutes les recherches que vous avez dû faire, les échanges que vous avez eus. On va espérer que ça va vous rendre peut-être plus prudent, plus attentif et qu'il y aura sûrement peut-être des situations où vous direz « Ah oui, ça j'en avais entendu parler et peut-être que là je vais me mettre en danger ». Espérons que ça vous rende plus prudent. Pourquoi faire la morale à des ados est une méthode qui ne fonctionne pas bien? Faire la morale, en fait, ça fonctionne quand même jamais pour personne. En particulier, évidemment, pour les adolescents, parce que c'est l'âge, comme je l'expliquais, où vous allez être en quête d'autonomie. Donc, si on vous fait la morale, vous allez vous sentir infantilisé et pas vraiment respecté. Et puis, la réaction instinctive, ça va être de s'opposer ou d'essayer de faire l'inverse pour affirmer son indépendance. Donc, la morale, ça va être perçu comme un jugement plutôt que comme une aide. On le sait maintenant, le cerveau des adolescents, il va être plutôt centré sur la récompense et sur l'immédiateté. Alors, une leçon de morale, c'est une information qui est abstraite et qui est pas du tout motivante. Et donc, ça va pas du tout activer le système de la récompense. C'est donc pas entendable et ça va pas être traité efficacement. Comme je le disais, ça va être intéressant plutôt d'impliquer et de valoriser, demander de se connecter davantage à ses sensations corporelles, de mieux s'écouter en intégrant plus encore les expériences qui vont être négatives, afin de mieux anticiper les situations qui pourraient être potentiellement préjudiciables. Les adolescents sont en quête d'identité et parfois dans l'opposition. Quelle est votre méthode pour les accompagner en thérapie? Pour tous les jeunes que j'ai rencontrés dans ma carrière, et même ceux qui n'avaient pas choisi de venir me voir, qui étaient là parce que les adultes l'avaient décidé, comme c'était le cas quand je travaillais en institution, de type ITEP, IME, c'est des établissements spécialisés, où je travaillais notamment avec des jeunes qui étaient, leur problématique c'était d'être beaucoup dans l'opposition. Donc ils étaient obligés de venir là dans mon bureau alors qu'ils n'avaient pas vraiment décidé. Donc j'ai toujours, moi, essayé de rendre responsable le jeune et libre. C'est-à-dire de lui dire, en fait, t'as pas le choix d'être là aujourd'hui, c'est les adultes qui ont décidé. Par contre, t'as le choix de ce que tu fais. T'as le choix de ne pas parler si t'as pas envie de parler. C'est de laisser la liberté et quand on laisse la liberté aux jeunes, ils peuvent s'en saisir. Et c'est aussi de leur montrer qu'ils peuvent être en sécurité pour parler, c'est-à-dire de dire ce que tu dis ici, ça reste ici, mais c'est toujours dans la limite du cadre légal, c'est-à-dire que si tu me dis que tu es en danger ou que tu te mets gravement en danger, là je suis tenue de le signaler à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui est en danger, c'est non-assistance à personne en danger. Donc c'est la seule limite, sinon ce que tu dis ici, ça reste ici. Et puis, nous, les psychologues, on est formés à entendre aussi les choses qu'on peut pas trop dire à l'extérieur, les choses qui vont faire honte, qui font peur, les choses qui mettent mal à l'aise, qui mettent en colère, qui rendent triste. Et nous, comme on est des personnes neutres et qu'on n'est pas concernés affectivement par les situations, on va pouvoir accueillir ce que les jeunes disent. Et pour les jeunes, c'est quand même avoir un espace où on peut dire les choses librement sans avoir peur d'être jugé, ça marche. Quand on est adulte, on peut regretter les risques qu'on a pris dans sa jeunesse. Comment se reconstruire et se pardonner? Pour se reconstruire, il va déjà être important de se comprendre. Comprendre que les actions passées, c'était aussi le produit d'un cerveau qui était en développement, qu'on a pu se laisser influencer pour toutes les raisons qu'on s'est dites. Et qu'être jeune, c'est faire des expériences aussi pour se construire. C'est donc se tromper, c'est donc réessayer. Et le travail va consister à trouver un sens à cette expérience. Et puis, par exemple, le fait d'avoir survécu ou un accident ou d'avoir, ça peut arriver causé ou subi un préjudice, ça peut aussi peut-être plus tard devenir une force parce que ça va vous transformer. Donc se reconstruire, c'est transformer aussi le regret en responsabilité positive pour l'avenir. Par exemple, des personnes qui auraient vécu ces expériences-là, elles vont pouvoir venir aussi sensibiliser d'autres personnes et puis elles vont aussi développer leur empathie. Et c'est se rappeler que quand on est jeune, on a un cerveau et puis une vie qui est en construction. Et que bien sûr, c'est une période à risque, pour toutes les raisons qu'on l'a évoquées, mais c'est aussi une période qui va être très très riche. C'est le cerveau là vous êtes en train de le vivre, ça fait plein de connexions. Vous êtes prêts pour plein de nouvelles expériences, plein de nouveaux apprentissages, pour vous ouvrir au monde. Et puis c'est aussi les jeunes qui s'engagent, c'est les jeunes qui portent plein de nouveaux projets avec des causes qui vous tiennent à cœur. Et c'est vous qui participez à changer le monde. Merci beaucoup à Elodie Ponsin, psychologue clinicienne, d'avoir répondu à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du Collège Condorcet de La Chapelle-de-Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.